Bonjour à tous. Je vous propose d'attendre encore une petite minute que tout le monde se connecte. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc, sur la double matérialité. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Je pense que le sujet est assez d'actualité. Donc je me présente, moi je suis Nicolas, fondateur de Atopie, cabinet de conseil en RSE que je présenterai tout à l'heure, et je suis accompagné de Caroline. Bonjour à tous. Qui est chargée de mission chez Atopie. Avant de commencer, pendant tout notre webinaire, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser en direct sur le chat. On y répondra donc au fur et à mesure, notre équipe est là pour y répondre. S'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions à la suite du webinaire par email. Voilà. Donc au programme aujourd'hui sur la double matérialité, 4 grandes parties qui concernent qui constituent cette double matérialité, donc la cartographie de la chaîne de valeur, l'implication des parties prenantes, l'identification des impacts et la hiérarchie des enjeux. Alors Atopie, pour vous faire une rapide présentation, on est un cabinet de conseil, on accompagne des entreprises PME, ETI dans différents domaines autour de la RSE, donc tout ce qui va concerner la création et le pilotage d'une stratégie RSE. Donc on va vraiment structurer les démarches RSE de nos clients, aussi bien sur les conseillant qu'en les accompagnant aussi et sur le pilotage concrètement des plans d'action. On va faire tout ce qui est aussi bilan carbone et également bien sûr l'accompagnement sur la partie CSRD. On est également là pour sensibiliser et former les collaborateurs de nos clients pour justement mettre en œuvre concrètement et agir concrètement pour un développement plus durable. Donc, tout ce qui va être respect du climat, on a notre propre atelier de développement durable qui s'appelle Mon métier à l'impact. Et puis, dernier point, on fait tout ce qui est valorisation de l'engagement, c'est-à-dire en gros la rédaction de rapport RSE, l'accompagnement à la notation EcoVadis, et bien entendu l'accompagnement au label Bicorp. Nos clients sont de tout secteur d'activité, on travaille vraiment avec aussi bien l'industrie que la construction, tout ce qui est transport, énergie et services, voilà, avec des entreprises plutôt de taille intermédiaire, donc des grosses PME ou des ETI. Alors pour commencer, je voulais faire une rapide introduction pour resituer la double matérialité par rapport à la CSRD, puisque c'est très clairement le point fondamental de la CSRD, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la double matérialité est un gros point d'actualité. Donc la CSRD, qui est cette nouvelle réglementation européenne que vous connaissez certainement, qui concerne donc toutes les entreprises, très schématiquement de plus de 250 salariés, à partir de cette année pour les plus grosses entreprises, et puis à partir de l'année prochaine, donc 2025, avec un reporting sur 2026, donc qui est un reporting extra-financier. Ça, c'est vraiment la base, donc c'est vraiment pour les entreprises l'idée de reporter toutes leurs actions et leurs indicateurs en termes de développement durable. Et cette CSRD s'appuie sur le principe de double matérialité, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va détailler ce point-là. C'est vraiment la base de la CSRD, avec donc, cette notion de matérialité financière et de matérialité d'impact dont on parlera tout à l'heure. Un point aussi fondamental qui fait partie de notre webinaire aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la chaîne de valeur, c'est-à-dire que la CSRD ne s'attache pas seulement à l'activité de l'entreprise, mais vraiment
à toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que cela signifie. Et un point aussi très important qui concerne l'audit externe par un OTI, c'est-à-dire que ce reporting extra-financier devra être soumis à audit. Donc, on est sur un exercice vraiment très formel qui nécessite beaucoup de rigueur dans son exécution. À la fin de la CSRD, l'objectif est d'obtenir ce qu'on appelle un rapport de durabilité qui prend une forme différente en fonction des entreprises, puisque justement la double matérialité permettra de décider sur quel thème vous allez devoir fournir un certain nombre de documents, d'indicateurs et de process. Un point important sur la CSRD est là pour vous demander d'être transparent sur vos actions et indicateurs en termes de développement durable, mais absolument pas en termes de comportement. Ça, c'est un point important à savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger de ce que vous faites, mais plutôt d'être transparent. Après, bien sûr, l'idée, naturellement, c'est que quand vous êtes transparent, ça vous incite également à agir. Ce reporting de durabilité dont je parlais tout à l'heure, qui est le résultat en fait, de la CSRD, ce que vous allez devoir fournir tous les ans, s'appuie sur deux aspects. La matérialité des enjeux et la matérialité de l'information. La matérialité des enjeux, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va traiter vraiment de la double matérialité, c'est ça qui va permettre de rendre les enjeux matériels, on expliquera ce que ça veut dire. Mais aussi, il faut bien penser à la matérialité de l'information, c'est-à-dire qu'en fait, la CSRD nécessite aussi un travail, qu'on ne traitera pas aujourd'hui, qui est de déterminer quelles sont les informations qui sont matérielles au sens de la CSRD auxquelles vous allez devoir répondre dans le cadre de ce rapport de durabilité. Juste un rappel aussi je ne sais pas si tout le monde est au point sur ces aspects-là. Donc, on parle de SRS, hein, c'est des normes universelles aujourd'hui qui constituent la CSRD, qu'on va transcrire en fait en termes d'enjeux finalement dans l'exercice de double matérialité. Donc, avec trois thèmes principaux, hein, c'est l'environnement, le social et la gouvernance, qui seront détaillés plus tard dans le webinaire. Bien sûr, ainsi également un terme général, ce qu'on appelle les normes transversales, qui est d'ailleurs la SRS 2, hein, cette fameuse norme SRS 2 qui est la seule obligatoire, qui traite 16 points à communiquer et qui va parler plus généralement de gouvernance, de stratégie, d'impact risque opportunité, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, et d'indicateurs et objectifs. Cette norme ESRS 2, qui est la base hein, de la réglementation CSRD, qui est la seule obligatoire, est une traduction en grande partie de l'exercice de double matérialité que vous allez devoir faire. C'est pour ça que c'est fondamental de bien réaliser cette double matérialité, parce que vous allez devoir expliquer toute cette double matérialité finalement dans le cadre de cette ESRS 2, où on va vous poser des questions justement sur comment vous avez réalisé cette double matérialité et quels sont les résultats que vous avez obtenus au terme de cette double matérialité. Donc ensuite, au niveau de la méthodologie en fait, que nous, on applique en tout cas chez Altopy pour réaliser une analyse de double matérialité, déjà, je vais peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est exactement une analyse de double matérialité et qu'est-ce que ça signifie. Donc en fait, c'est une analyse de deux types de matérialité sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a d'une part une matérialité d'impact, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact environnemental, social, mais aussi de gouvernance que les activités de l'entreprise génèrent. Et de l'autre côté, on a la matérialité financière. Donc, c'est-à-dire il faut regarder quelles sont les questions de durabilité qui impactent ou qui peuvent impacter les performances financières de l'entreprise. Et donc, l'objectif en fait de cette double matérialité, c'est vraiment de déterminer les enjeux qui sont matériels, comme l'a dit Nicolas juste avant, c'est-à-dire les enjeux sur lesquels on va devoir publier des informations dans notre rapport de durabilité. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment, en tout cas, nous, chez Altopy, on fonctionne en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment déjà de comprendre votre activité, son modèle d'affaires, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle crée de la valeur, et toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, ça, c'est Nicolas qui vous le détaillera juste après. Ensuite, la seconde étape, c'est vraiment d'identifier les enjeux qui vont être matériels pour votre entreprise. Donc, et ensuite, on va évaluer les enjeux, donc c'est-à-dire évaluer l'importance et puis l'impact de chaque enjeu. Et donc, ensuite, il faut également mettre à jour régulièrement
cette matrice de matérialité parce que les enjeux de durabilité, en fait, ils doivent être mis à jour chaque année. En revanche, dans les faits, si l'entreprise, il n'y a pas d'événement significatif ou de changement de circonstances qui peuvent modifier les résultats de cette analyse de matérialité, il n'y a pas forcément besoin de la mettre à jour chaque année. Par contre, il est quand même recommandé de réaliser une revue approfondie de cette analyse de matérialité environ tous les 3 ans pour être sûr de tenir en compte de tous les changements qui seraient en cours. Alors, première étape fondamentale dans cette analyse de double matérialité, c'est la cartographie de la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que justement, l'objectif est de déterminer le périmètre sur lequel vous allez réaliser votre double matérialité. Donc, cette chaîne de valeur, qui est vraiment la constitution complète en fait de votre entreprise et de tous ces acteurs amont et aval, on y viendra plus précisément ensuite, va déterminer sur quelle base vous allez réaliser votre analyse de double matérialité. On va dire qu'on a 2 points qui vont être constituants de cette chaîne de valeur. C'est la notion de modèle d'affaires, c'est-à-dire c'est la façon dont votre entreprise crée du revenu et crée de la valeur aussi pour ses clients, la façon dont elle gère ses ressources. Et puis, les composants même de la chaîne de valeur, c'est tous les intervenants que vous allez voir apparaître dans votre schéma justement global de modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est plein d'éléments différents. Et l'idée, c'est de se poser des questions sur ces différents aspects que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire en gros, comment se compose mon chiffre d'affaires, quels sont mes canaux de distribution, où sont mes activités, quels sont mes fournisseurs, quels sont mes types de clients, combien j'ai d'effectifs, quelle catégorie d'effectifs, etc. C'est-à-dire vraiment tout ce qui va composer et construire la façon dont vous créez de la valeur, in fine, par votre entreprise. Et l'objectif étant de se poser des questions sur justement quelles sont les ressources qui rentrent dans votre organisation et les résultats qui en découlent. Donc les ressources, on va parler de ressources financières, donc de capital par exemple, d'investissement, de ressources intellectuelles, ça peut être des marques, des brevets, des technologies, le capital humain bien sûr, vos collaborateurs, manufacturé, ça peut être tout ce que vous achetez pour fabriquer d'autres produits, des produits semi-facturés, manufacturés, ou bien sûr des ressources naturelles qui vont être des produits miniers, des produits agricoles, ce genre de choses. In fine, vous allez regarder quels résultats cela apporte, c'est-à-dire en gros, des résultats financiers, ça c'est le résultat, les dividendes, etc. Mais c'est aussi les résultats humains, c'est-à-dire la satisfaction de vos collaborateurs, leur fidélisation. Également des résultats naturels qui sont moins positifs, c'est-à-dire en gros la pollution qu'éventuellement vous émettez, les déchets que vous allez générer, les émissions de gaz à effet de serre que vous allez produire. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre en considération tous ces aspects-là pour déterminer le modèle d'affaires. Une fois que vous avez fait cette premier exercice, vous allez pouvoir plus facilement identifier les acteurs qui composent toute cette chaîne de valeur. Donc les acteurs amont, les acteurs qui sont au sein même de votre organisation et les acteurs aval. Au sein de votre organisation, les acteurs qui interviennent sont bien sûr les services en gros qui composent votre entreprise, donc le service RH, le service production, le service financier, etc. Les différents sites physiques qui composent votre activité, votre entreprise, parce que vous avez des entités un peu partout en France, un peu partout dans le monde. Les structures juridiques, est-ce que vous êtes un groupe avec différentes filiales? Vous allez devoir bien considérer toute l'intégralité de votre structure juridique pour bien répondre à cette double matérialité. Et enfin, la gouvernance, c'est-à-dire comment votre organisation est pilotée, qui pilote la gouvernance, l'entreprise, à quel niveau, est-ce qu'il y a différents organes qui vont, des décideurs, etc. Pour mieux comprendre aussi, ça c'est un exercice dans la partie CSRD, comment vous intégrez les problématiques de durabilité dans la gouvernance. Ensuite, on va parler des acteurs amont. Acteurs amont, ce sont surtout donc, les investisseurs, donc la façon dont vous allez avoir, donc on parlait des flux tout à l'heure financiers, parce que ce sont les investisseurs qui les représentent, c'est les banques, etc. Bien sûr, les représentants des travailleurs, mais également tout ce qui va être fournisseur, sous-traitant. Niveau 1, ce sont ceux qui sont fondamentaux à votre fonctionnement, donc les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs de services, etc. Et niveau 2, on va parler plutôt de facilities management, donc l'énergie, le transport, etc. Et puis les organes régulateurs qu'il ne faut pas oublier, qui sont tout ce qui va être service étatique et qui ont un impact forcément sur votre organisation. À l'inverse, donc sur la partie aval,
vous allez devoir aussi déterminer qui sont, bon, bien sûr, vos clients, parce que c'est des clients consommateurs, donc en B2B, ou est-ce qu'on est plutôt sur du B2C. Pareil, quels sont les organes régulateurs qui vont intervenir en aval de votre organisation, notamment, pareil, les services étatiques, mais également la société civile. Est-ce que vous avez, par exemple, vous avez des interactions avec des associations, avec des médias, avec des syndicats, etc. Et puis toute la partie recherche et éducation, donc là on va parler plutôt des organismes de formation ou de recherche, etc., sur lesquels vous allez interagir. L'idée est vraiment d'avoir l'intégralité des acteurs avec lesquels vous interagissez au quotidien pour créer la valeur liée à votre entreprise. Alors, comment procéder concrètement, parce que c'est assez dense. Alors nous, la façon dont on procède avec nos clients, c'est de mener des ateliers avec des interlocuteurs clés d'entreprise. Des interlocuteurs clés d'entreprise par rapport aux problématiques, notamment de la chaîne de valeur, c'est vraiment la RH évidemment, mais c'est aussi tout ce qui va concerner la production, le commerce, les achats bien évidemment, la R&D, tout ce qui va être juridique, finance. Donc c'est vraiment de regrouper, de faire des ateliers complets avec ces différents interlocuteurs clés. Et ça peut être les directeurs de service, mais aussi des personnes qui ont une expertise particulière dans ces domaines-là, de les regrouper et d'avoir une discussion ouverte. C'est ça qui est fondamental parce que l'idée n'est pas d'avoir de pré-idées, des idées préconçues sur ce qui va ressortir de ces ateliers, mais plutôt d'ouvrir le débat et justement de traiter et de travailler plutôt en termes de ressources, justement, qu'est-ce qu'on utilise, qu'on utilise des marques, des brevets, etc., pour mieux avoir une vision plus générale. Et ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice sur les ressources, vous allez pouvoir rentrer plus dans le détail des interactions réelles avec les interlocuteurs, donc les composants. Donc, est-ce que ce sont des banques, est-ce que ce sont des clients, est-ce que ce sont des fournisseurs, quel type de fournisseurs, etc. Et d'en déterminer la dépendance et l'influence que vous avez vis-à-vis de nous. Et à la fin, nous, ce qu'on réalise, c'est une proposition graphique, une traduction graphique, c'est-à-dire en gros d'avoir de faire un schéma global de cette chaîne de valeur qui va vous permettre ensuite derrière de travailler sur l'identification des enjeux, donc Caroline va nous parler juste après. Donc vraiment, cette première base de cartographie de chaîne de valeur, ça va être déterminer le périmètre sur lequel vous allez devoir travailler pour identifier les différents enjeux. Alors, on vous a mis un exemple d'une chaîne de valeur. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est très, très dense. Alors là, c'est celle de L'Oréal. Avec donc les différents composants aussi à différents niveaux, donc vraiment sur la chaîne de valeur, mais aussi sur tout ce qui va être plus précisément environnemental ou création de valeur. Donc on est vraiment sur un exercice assez complexe. L'idée, c'est pour vous montrer vraiment à quoi ça peut ressembler. Il n'y a pas de format prédéfini. Celui-là est intéressant parce qu'il est très complet. Mais voilà un peu à quoi ça peut ressembler in fine en représentation graphique et détaillée. Donc ensuite, une des étapes, c'est également d'impliquer les parties prenantes. Donc déjà, qu'est-ce qu'une partie prenante? En fait, une partie prenante, c'est des personnes ou des organisations qui peuvent être touchées ou intéressées par les décisions ou les actions de mon entreprise. Et donc, en fait, on n'a pas forcément d'obligation réellement indiquée de consulter les parties prenantes. En tout cas, alors, à la lecture du guide de l'autorité des normes comptables sur déployer les ESRS, on ne voit pas qu'il y a une consultation obligatoire. Mais par contre, c'est vraiment incité puisque ça permet d'avoir une vision plus large des impacts que l'entreprise peut avoir sur ses parties prenantes à travers sa stratégie et son modèle d'affaires. Et donc, ça permet surtout d'éviter d'oublier un enjeu matériel auquel on n'aurait pas pensé. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de consulter ces parties prenantes. Et donc, on peut avoir différentes sortes de parties prenantes. On a tout d'abord les parties prenantes internes, mais aussi externes. Donc, les parties prenantes internes, ce sont par exemple les salariés, etc. Mais on peut aussi avoir toutes les parties externes, donc les communautés, les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a des parties prenantes qui sont affectées par les activités de mon entreprise, mais on peut également avoir des parties prenantes qui sont intéressées par des activités de mon entreprise. Et donc là, on va justement peut-être retrouver tout ce qui est investisseurs qui vont regarder ce qu'on fait en termes de RSE, mais également, ça peut être les ONG, les médias, etc. Donc, on a tout un tas de parties prenantes qui peuvent être consultées
pour déterminer si un enjeu est matériel ou non. Et donc, en fait, si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde dans le détail des normes ESRS, on se rend quand même compte qu'il est obligatoire de publier une description concise de la coopération qu'on a eue avec les parties prenantes intéressées et de la compréhension qu'on a des intérêts et points de vue principaux des intéressés. Donc, en fait, on est, entre guillemets, un petit peu obligé de consulter ces parties prenantes puisqu'on doit décrire la manière dont les besoins et les attentes des parties prenantes ont été pris en compte pour réaliser notre analyse de matérialité. Donc, comment procéder? Comment est-ce qu'on fait pour consulter ces parties prenantes? Donc déjà, nous, en tout cas, chez Altopy, on conseille de déterminer un niveau de dialogue et un niveau d'influence pour chaque partie prenante. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a fait ça, on peut sélectionner les parties prenantes qu'on va pouvoir interroger, parce que forcément, on ne va pas interroger non plus tout le monde, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Après, tout dépend des moyens de l'entreprise, hein. Tout ça s'adapte en fait en fonction de la taille de l'entreprise, des moyens de l'entreprise. Une grosse entreprise aura beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de temps pour réaliser cette mission-là, et donc interrogera sûrement beaucoup plus de personnes qu'une plus petite entreprise. Et donc ensuite, on va construire la consultation et donc son format et également son contenu. Donc tout d'abord, en parlant du format, ça peut être tout à fait un questionnaire donc pour avoir le plus de réponses possible, mais ça peut également être de mener des entretiens pour avoir une information peut-être plus qualitative, mener des entretiens, donc ça peut être au téléphone, en visio, enfin vraiment comme vous le souhaitez, il n'y a pas forcément de façon de faire. Qui est en tout cas préconisé, mais on peut faire un peu comme on le souhaite. Et ensuite, au niveau du contenu de cette consultation, on peut les interroger notamment sur les impacts qui seraient subis, ou alors peut-être les impacts qui seraient potentiellement subis, mais également sur la gravité de ces impacts-là. Les parties prenantes sont les plus à même de nous dire comment est-ce que l'activité de l'entreprise les impacte. Et ça permet donc d'avoir un point de vue extérieur à uniquement l'entreprise en elle-même. Et donc, c'est très important d'interroger ces parties prenantes pour avoir une vision globale des impacts qu'on peut avoir sur toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Donc ensuite, l'étape suivante, une fois qu'on a consulté ces parties prenantes, c'est vraiment d'identifier les enjeux qui vont être matériels pour notre entreprise. Donc, en fait, l'entreprise, elle doit se poser tout un tas de questions pour savoir quels sont les zéros, on appelle ça, qui sont liés à son activité. Donc, les zéros, c'est ce qui est indiqué à l'écran. Donc, ce sont les impacts, les risques et les opportunités. Donc, on va plutôt dire que les impacts sont liés à la matérialité d'impact, donc c'est-à-dire comment est-ce que mon entreprise impacte les autres et l'environnement. Et les risques et les opportunités vont plutôt être liés à la matérialité financière, c'est-à-dire comment est-ce que l'environnement et les questions sociales, etc., peuvent impacter, mon entreprise, et donc, justement, par exemple, ses performances financières. Je vous donnerai des exemples juste après. Mais donc, l'impact, tout d'abord, il peut être positif ou négatif, mais il peut également être actuel ou potentiel. Alors, excusez-nous, petit bug de présentation, mais ça va revenir. Alors, bon, je vais continuer à parler quand même en attendant que ça revienne. Mais donc, je disais, un impact peut être positif ou négatif, actuel ou potentiel, c'est-à-dire qu'on va identifier quels sont les impacts qu'on a actuellement, mais aussi qui pourraient survenir dans le futur. Donc, il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que ça peut avoir lieu plus tard. Ce n'est pas uniquement les impacts qui ont lieu actuellement. Et ensuite, on a également donc, les risques et les opportunités, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, au niveau des impacts, un exemple d'impact déjà, par exemple, un impact, ça pourrait être par exemple, si une entreprise émet des polluants dans l'air, ça affecte la santé des populations. Ça, c'est un impact. Ensuite, pour un exemple de risque, ça serait par exemple l'augmentation des périodes de sécheresse qui pourrait diminuer, par exemple, le rendement d'une production agricole. Et enfin, au niveau des opportunités, un autre exemple, ça pourrait être, comment est-ce que les politiques de transition bas carbone
pourrait augmenter, par exemple, les ventes d'un fabricant de pompes à chaleur qui, lui, verrait plutôt ça comme une opportunité que comme une contrainte. Et donc, l'impact, il peut être soit directement causé par l'entreprise. Donc, par exemple, c'est lorsque l'entreprise elle est seule responsable d'un impact. Donc, par exemple, si la pollution d'un cours d'eau, elle est uniquement liée à l'activité de mon entreprise. Ensuite, l'impact, il peut être aussi lié à des activités des parties prenantes, lié avec d'autres activités de parties prenantes, c'est-à-dire en collaboration avec une autre partie prenante. Par exemple, si plusieurs entreprises émettent des polluants dans un cours d'eau, mais que chacune des entreprises ne dépasse pas les seuils de nocivité, mais qu'ensemble, ça crée un impact. Et enfin, un impact qui peut être causé conjointement avec d'autres entreprises. Donc, par exemple, c'est lié directement à des activités ou des produits et services de mon entreprise. Et donc, c'est mon entité qui cause ou qui contribue à un impact. Donc, par exemple, un sous-traitant qui n'est pas forcément, ce ne sont pas mes salariés, mais par contre, je travaille avec un sous-traitant ou un fournisseur qui, lui, cause des impacts. Donc, par exemple, un fournisseur d'une entreprise qui fait travailler des enfants, et il faut quand même que j'ai un œil là-dessus et que je vérifie que ce ne soit pas le cas. Et donc, au niveau des enjeux à prendre en compte maintenant, donc comment savoir si un enjeu est matériel? Déjà, il faut déjà savoir où est-ce qu'on va chercher ces enjeux. Et donc, en fait, on a plusieurs sources d'enjeux à prendre en compte. Donc, déjà, on a les enjeux listés par la CSRD, donc ça, je reviendrai tout à l'heure dessus. On a ensuite les enjeux sectoriels. Et donc là, par exemple, on a des petits outils qui peuvent nous permettre d'analyser quels sont les enjeux qui peuvent impacter mon activité. Donc, par exemple, on a l'outil qui s'appelle la SASB. On peut avoir aussi donc le Materiality Finder. Ensuite, on peut avoir la GRI aussi qui donne un secteur programme et donc qui permet d'avoir des enjeux sectoriels par activité. Et puis, on peut également faire un benchmark des enjeux qui sont sélectionnés par nos concurrents, par exemple. Et enfin, il faut également prendre en compte les enjeux de l'entreprise, parce qu'il peut y avoir aussi des enjeux qui peuvent être matériels pour nous, mais pas pour nos concurrents, mais il faut également les prendre en compte. Et donc, en fait, c'est les zéros, donc les impacts, risques et opportunités, et ils impactent la société, mais aussi l'environnement, mais également, à l'inverse, ça peut avoir un impact sur les finances de mon entreprise. Donc, pour ce qui est des enjeux qui sont listés par les ESRS, donc on a 10 10 thématiques qui sont couvertes avec des sous-thèmes et des sous-sous-thèmes. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de tous les sous-thèmes parce que ce serait un petit peu trop long. Mais donc, en fait, vous pouvez retrouver cette liste dans la liste des ESRS AR16. Ce sont les normes thématiques. Et donc, par exemple, en fait, on peut avoir plusieurs impacts, donc notamment pour le changement climatique, on va regarder en quoi est-ce que le changement climatique peut impacter l'activité de l'entreprise. Donc, par exemple, ça pourrait être la mise en place des ZFE, donc les zones à faible émission. Comment est-ce qu'elles impactent les livraisons de mon entreprise, par exemple? Est-ce qu'on aura toujours le droit d'utiliser tel ou tel mode de transport? Ça peut être également comment est-ce que le réchauffement climatique peut avoir un impact sur mes récoltes si je travaille dans l'agriculture. Ensuite, on a également le CRS, donc E3 sur les eaux et les ressources marines. On peut avoir également toutes les questions de pollution. Donc là, il y a tout un tas de pollutions prises en compte, la pollution de l'air, la pollution du sol, la pollution de l'eau, etc. Donc ensuite, on va passer aux autres ESRS. Donc on a d'autres, notamment en termes d'environnement, sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc là, on va regarder par exemple en quoi, par exemple, si mon entreprise elle construit un entrepôt, comment est-ce que ça peut avoir un impact sur les écosystèmes et comment est-ce qu'on peut limiter celui-ci. Ensuite, l'économie circulaire, c'est de se poser la question comment est-ce que mon entreprise elle réutilise au lieu de jeter, par exemple. Ensuite, on a toutes les normes donc thématiques sur la partie sociale maintenant. Donc, par exemple, on a une distinction entre la main-d'œuvre propre de mon entreprise.
où on va regarder toutes les conditions de travail, etc., des salariés de mon entreprise. Et ensuite, on va également avoir tous les autres travailleurs dans la chaîne de valeur, donc par exemple les travailleurs de mes fournisseurs. Et donc, c'est très important de prendre également ça en compte. On peut notamment le voir avec, par exemple, tout le scandale du Rana Plaza où ça n'avait pas forcément été pris en compte. Il faut faire très attention à bien prendre en compte les conditions de travail, les conditions de rémunération de mes fournisseurs, par exemple. Ensuite, toujours sur la thématique sociale, on a également le sujet des communautés touchées. Donc là, par exemple, ça serait si mon entreprise elle a un projet question, comment est-ce que mon entreprise impacte ses consommateurs? Et donc, par exemple, ça peut être toutes les questions de vie privée. Comment est-ce que mon entreprise, elle prend ça en compte? Ensuite, on a également la question des... Donc, on a la conduite des affaires. Donc là, par exemple, ça peut être toutes les questions de corruption et de relations avec les fournisseurs. Donc, comment est-ce que mon entreprise, elle va impacter ou être impactée par ces sujets-là? Ensuite, donc comment procéder? Nous, en tout cas chez Altopy, on propose d'abord faire un travail préalable de recherche, donc c'est-à-dire de regarder et de faire une analyse sectorielle, donc avec tous les outils que je vous ai cités notamment tout à l'heure, mais il y en a d'autres, qui permettent de regarder un petit peu quels sont les enjeux qui peuvent toucher mon secteur d'activité, et également faire une analyse concurrentielle, donc voilà, savoir un petit peu ce que les concurrents publient et donnent comme information sur leurs enjeux matériels. Ensuite, on préconise également de réaliser des entretiens avec les interlocuteurs clés de l'entreprise, et donc de réaliser justement des ateliers avec ces parties prenantes-là, ces parties prenantes internes notamment, pour savoir quels sont les enjeux qui pourraient impacter mon entreprise. Et donc, en gros, l'objectif, c'est la question à se poser pour savoir si un enjeu est matériel ou non, c'est de démontrer que les actifs et les produits et services de mon entreprise ne seront pas significativement exposés par l'enjeu. Et donc, en fait, il va falloir dérouler tous les enjeux, toutes les ESRS que je viens de vous présenter juste avant, mais aussi les enjeux sectoriels ou autres, et faire des ateliers en fait, avec ces parties prenantes-là à chaque fois pour déterminer si oui ou non mon entreprise peut avoir un impact. Et par contre, petite précision, souvent les entreprises nous disent que, par exemple, si elles mettent en place des activités de réduction d'un impact, pour elles, c'est pas un enjeu matériel. Mais si, c'est pas parce que, par exemple, on met en place des équipements de protection individuelle pour les collaborateurs qu'il n'y a pas d'enjeu et pas d'impact. Ça réduit cet impact-là, mais par contre, l'impact peut toujours exister et donc il faut quand même qu'il apparaisse dans l'analyse de matérialité. Et donc enfin, simplement, également petite précision pour les interlocuteurs clés à interroger en interne, il faut aussi veiller à ce que les personnes consultées elles aient une expérience professionnelle et des compétences qui soient appropriées et en lien avec les impacts et leurs effets financiers sur l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on préconise par exemple de réaliser des entretiens avec les RH, les personnes en lien avec l'environnement de l'entreprise ou même des personnes un peu plus opérationnelles. Ça peut aussi permettre d'avoir une autre vision des impacts de l'entreprise qu'uniquement la vision de la direction. Et donc, le résultat de cette façon de faire-là, ça nous permet de lister les zéros, donc les impacts, les risques et les opportunités de mon entreprise. Une fois qu'on a évalué donc qu'on a plutôt identifié tous les enjeux justement donc qui concernent votre activité, l'étape finale de la double matérialité, c'est de connaître et de savoir ces enjeux qui sont matériels. Et c'est vraiment fondamental parce qu'en déterminant les enjeux qui sont matériels, donc au sens de la CSRD, je vais vous expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire matériel. Ce sont ceux qui vont vous dire
à quelles ESRS, ou quelles normes vous allez devoir répondre au sein de la CSRD. C'est pour ça que là, vraiment, l'exercice, il est fondamental. Donc, en fait, on travaille vraiment, vous l'avez vu, en entonnoir. On commence déjà par lister tous les enjeux, tous les impacts, tous les risques et opportunités qui sont associés à votre activité sur toute sa chaîne de valeur. Et ensuite, dernière étape, on va déterminer si oui ou non ces enjeux qu'on a déterminés sont matériels ou pas. Alors, première chose importante à comprendre, la matérialité, c'est un impact fort et ou une opportunité forte et ou un risque fort. On est bien sûr et ou, c'est-à-dire que c'est pas, il ne faut pas que un enjeu, par exemple l'enjeu climatique, soit à la fois que vous ayez un impact sur l'enjeu climatique et que l'impact climatique ait un enjeu sur vous pour que cet enjeu soit matériel. Il faut que soit vous ayez un impact sur le dérèglement climatique ou que le dérèglement climatique ait un impact sur votre activité. Ça, c'est vraiment très important, c'est un des fondamentaux de cette matérialité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comment on va calculer ou en quelque sorte donner une note, en fait, ou scorer un enjeu pour savoir s'il est oui ou non matériel. Alors, deux façons de fonctionner. La première, c'est sur la matérialité d'impact, donc cette première matérialité, cette première axe de matérialité, donc c'est-à-dire quels impacts vous avez en tant qu'entreprise sur la société, sur l'environnement. On va mesurer à la fois sa gravité de l'impact potentiel et puis la probabilité de cet impact. Alors, je vais vous donner un exemple. On va prendre une entreprise de BTP. Vous êtes une entreprise de BTP. Vous avez potentiellement un impact sur la santé de vos travailleurs, puisqu'ils travaillent dans des conditions, par exemple, ils peuvent travailler dans des conditions extérieures où ils vont manipuler des charges lourdes, par exemple. Donc, il y a un risque. Vous avez un impact sur potentiellement leur santé, avec une ampleur, si on regarde l'aspect purement ampleur, fort, puisque ça peut être vraiment des blessures graves et voire des handicaps pour vos collaborateurs. Donc, on est sur une ampleur assez grave. L'étendue, ça va être combien de collaborateurs sont concernés par ce risque. Si, par exemple, vous êtes une entreprise de BTP et que 90% de vos effectifs sont sur le terrain, c'est 90% des effectifs qui sont potentiellement amenés à subir un impact lié à votre activité. Et dernier point, c'est la remédiabilité, c'est-à-dire, en gros, dans quelle mesure vous êtes capable de réparer éventuellement l'impact subi. Sur une blessure liée à du travail, on est sur une remédiabilité en fait qui est très faible, surtout sur des handicaps derrière qui peuvent survenir. Donc on est sur une gravité qui est forte. Derrière, quelle est la probabilité de l'impact? C'est-à-dire en gros, quelle est la probabilité qu'il y ait des blessures? Là, ça va dépendre évidemment de la difficulté du travail que vous réalisez. Si c'est du travail en extérieur, sur des chantiers importants, etc., la probabilité, elle est forte, en fait. Et donc, du coup, on peut considérer que cet enjeu, l'enjeu de la sécurité au travail pour une entreprise de BTP, alors après, chaque entreprise est différente, mais est un enjeu, effectivement, qu'on peut considérer comme matériel. Et ça, un point important, indépendamment des mesures que vous avez mises en place pour limiter ces impacts, parce que vous pouvez avoir mis en fait effectivement énormément de mesures en place pour limiter, donc le port de BI, des procédures et des process très performants et très efficaces pour limiter le nombre d'accidents du travail, mais ça n'empêche que cet enjeu il est toujours là, et c'est bien parce que vous avez mis des choses en place que l'enjeu existe. Et donc c'est ça qui est important aussi dans ce travail-là, de ne pas prendre en considération ce que vous avez mis en place, ça vient après, mais c'est vraiment est-ce qu'il y a un enjeu. Et à partir du moment où on a cette gravité qui est forte, plus cette probabilité qui est forte, on est vraiment sur un enjeu matériel. La matérialité financière. Donc là, c'est par exemple, je vais prendre un autre exemple, c'est l'exemple d'une entreprise, un processus industriel qui nécessite de l'eau pour refroidir, par exemple, ses installations à la fin du processus. Le risque, c'est le réchauffement climatique qui fait qu'il y a un assèchement des cours d'eau, par exemple, et que vous n'avez plus d'eau à disposition pour faire fonctionner votre système de refroidissement. Très clairement, l'ampleur, elle est forte. Si on regarde l'ampleur sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus refroidir votre processus de fabrication et donc vous ne pouvez plus produire, ou en tout cas pas autant que vous souhaitez. Donc vous avez un impact sur le chiffre d'affaires qui est fort. Quelle est la probabilité que ça arrive? Et là, c'est là, on va regarder dans quelle zone vous vous situez. Est-ce que vous vous situez dans une zone géographique à risque où très clairement les risques de sécheresse sont de plus en plus fréquents liés au dérèglement climatique, ou à l'inverse, vous êtes dans une zone où finalement l'eau n'est pas un sujet et n'est pas près de l'être, et à ce moment-là, cette probabilité va jouer et va déterminer si oui ou non, finalement, cet enjeu sur le réchauffement climatique est matériel ou pas.
Là, c'est un petit graphique pour que vous puissiez voir un peu, en gros, comment on va positionner ces enjeux. Donc, c'est ce que j'ai dit, en gros. En abscisse, on a ce qu'on appelle la probabilité d'occurrence. Et puis, en ordonnée, on a l'ampleur, la gravité. Et donc, on voit que tout ce qui va être soit d'une ampleur très importante, avec une probabilité forte en haut à gauche, est matériel, et à l'inverse, quelque chose qui n'est pas très fort en termes de gravité, mais par contre qui est une probabilité quasiment certaine, bah, pareil, peut être considéré comme un enjeu matériel. Donc, vraiment, l'idée, c'est de positionner un petit peu ces enjeux là-dessus et de voir, du coup, de déterminer si oui ou non l'enjeu est matériel. Alors, comment fonctionner pour évaluer justement ces enjeux une fois qu'on les a listés? Là, on va retravailler avec des interlocuteurs clés. Pourquoi? Parce que là, on travaille sur un domaine vraiment d'expertise. L'expertise pour connaître de l'ampleur, la gravité, etc., c'est un domaine d'expert. Donc là, il faut travailler avec des interlocuteurs clés. Et ensuite, pour chaque enjeu identifié, faire un tableau, en fait. Et à chaque fois, pour ce tableau, avec les interlocuteurs qui sont pertinents dans le domaine, connaître les effets, la mesure de l'ampleur. Donc, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est potentiellement grave? Pas grave? Quel est le périmètre? Comment dire, son occurrence, etc. Et ensuite, derrière, vous avez une note. Vous pouvez mettre une note, en fait, vous multipliez tout simplement, vous notez de 1 à 5 chacun des critères, et à la fin, vous avez une note. Et en fonction de cette note, vous disposez sur un graphique, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous avez, oui ou non, la matérialité ou pas de l'enjeu. C'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle, hein. Très clairement, c'est chaque entreprise qui apprécie ou pas le seuil au-delà duquel c'est matériel ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de règle, il y a juste une méthodologie, mais pas de règle. Voilà. Et on obtient ainsi sa matrice de matérialité. Donc, je vous donne un exemple, celle de Orange, par exemple, qui est plutôt bien faite, où on met donc sur l'ordonnée la matérialité d'impact, sur l'abscisse la matérialité financière. Donc, on a vu, hein, soit c'est vous qui avez un impact sur l'environnement, ou l'inverse, c'est l'environnement qui a un impact sur vous. Et cette fois-ci, contrairement à une matérialité classique où on prenait que le point en haut à droite, là, on va prendre toute la bande en haut et toute la bande à droite. Voilà. C'est ce qui va nous permettre de déterminer tous les enjeux qui sont matériels. Donc, on le voit là, c'est la partie orange foncé. On peut considérer que toute la partie orange foncé est un enjeu matériel pour Orange. Donc, nous, on accompagne les entreprises dans cette démarche-là, donc pour tous les projets CSRD, que ce soit en termes de double matérialité pour commencer, puisque c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment la base. Donc, nous, on est là pour accompagner nos clients justement dans l'animation de ces ateliers, dans la considération des enjeux, dans la recherche préalable à leur secteur et à leur entreprise, pour aider vraiment à ce travail-là, qui est un travail assez lourd et qui demande beaucoup de process et de méthodologie. Pour être certain de ne rien oublier, parce que derrière, encore une fois, comme je le précisais, vous avez des auditeurs qui vont vérifier derrière ce que vous avez fait, donc il faut être certain que ce travail soit fait dans les règles de l'art. Et derrière, après, bien sûr, la détermination des ESRS, donc des indicateurs auxquels vous allez devoir répondre, et de peut-être construire d'ailleurs, et c'est là aussi on va vous aider à construire, parce que peut-être que certains indicateurs, vous ne les aurez pas, puisqu'on parle dans la CSRD d'indicateurs chiffrés, mais aussi d'indicateurs de process, de méthodologie, etc. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, en savoir un peu plus, à nous contacter. Voilà, on sera ravis de décrire plus précisément comment on fonctionne et de vous présenter plus précisément notre méthode de travail. Un grand merci à tous d'avoir participé, d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a permis de répondre à vos différentes questions. Comme j'expliquais, peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes les questions sur le chat, on y répondra par mail pour ceux auxquels on n'a pas pu répondre. Encore une fois, merci beaucoup et très bon appétit, très bonne journée. Merci, au revoir.